28 mars au 5 avril, je serai au Japon. Je n'y ai plus mis le pied depuis décembre 96. C'est peu dire que ce pays m'a manqué. J'ai longtemps cru que j'étais nippone. J'ai fini par comprendre que ce qui m'avait fondée n'était pas le Japon, mais le manque du Japon. Mon père était diplomate. Il a été diplomate pour la Belgique pendant 42 ans. J'ai dû passer mon enfance et mon adolescence à déménager en permanence. Et moi, j'ai très vite su que mon univers ne serait pas stable et que je perdrais tout tous les 3 ans, que l'apocalypse serait un phénomène régulier. Ça a créé en moi une très grande angoisse, jamais résolue. Je pense aussi que ce qui a développé en moi un si profond attachement au langage et, par conséquent, à la littérature, ça a été la conscience que la seule chose stable dans ma vie où je perdais tout continuellement, c'était le langage. Avec 10 millions de livres vendus, Nothomb peut se sentir aimé. Traduite en 40 langues, sujet d'études aux États-Unis, récompensée par de nombreux prix, à seulement 40 ans, rien ne semble lui résister. Ils sont venus des 4 coins de la France approcher le temps d'une dédicace, l'auteur de best-sellers. Et figurez-vous que cette masse d'admirateurs est loin d'être anonyme pour Amélie Nothomb. Vous avez reçu ma lettre. Waouh, la classe sublime. Et vous correspondez souvent? Oui, nous correspondons. Depuis bientôt 2 ans? Oui, alors le 11 octobre, ça fera 2 ans. Chaque année, avec la régularité d'un métronome, Amélie dévoile une facette de son identité. Tour à tour tueuse, affamée, masochiste ou aujourd'hui amoureuse, Amélie se dessine en écrivant. Je me suis installée à Paris fin 97. Dès cette installation, je n'ai pas pu faire autrement que de venir ici tous les jours répondre à mon courrier. C'était pathologique. Donc je passais tous les jours chez mon éditeur sans y avoir de bureau. Du coup, je m'asseyais sur les marches de l'escalier, j'écrivais mon courrier sur mes genoux et les gens venaient me poser des questions me disant « Mais vous n'avez pas de logement, vous êtes SDF ?» Je disais « Si, j'ai un logement, mais je ne parviens pas à y écrire mon courrier, ne vous dérangez pas pour moi. » Ce petit manège a duré 5 ans. Et à ce moment-là, mon éditeur m'a dit « Bon, ce bureau est vide, alors vous allez dans ce bureau et on ne veut plus vous voir. » Écrire un roman, c'est une chose qu'on fait chez soi, de façon privée, dans un endroit intime. Répondre à sa correspondance, c'est une chose publique, donc j'ai besoin que ça se passe ici. Je reçois en moyenne entre 20 et 40 lettres par jour, et je dispose ça, j'étale ça sur mon bureau. Et la première des tâches consiste bien sûr à lire tout, parce que je lis absolument tout le courrier que je reçois. Alors, l'une de mes principales angoisses, et vous voyez que là, c'est pas un vain mot, c'est l'effondrement des piles. Je vis dans la terreur que les piles s'effondrent et je dois répondre assez vite au courrier, entre autres pour que les piles ne s'effondrent pas. J'ai découvert il y a 5 minutes, j'en reviens pas. La une du Monde des livres consacrée au Japon est consacrée à un auteur japonais qui est belge. C'est quand même dingue. La première fois que j'ai quitté l'archipel, j'avais 5 ans. Les années qui ont suivi cet exil, j'ai souffert au-delà du dissible. Quand ma douleur était trop insoutenable, je me cachais sous la table pour pleurer, en silence. Je terminais toujours par ce serment: un jour, je retournerai dans mon pays. Le premier poste asiatique de mon père a été le Japon, lors de ma naissance. Et le Japon,
où je vivais quand j'étais petite n'était pas Tokyo. La gare de Shukugawa, ça y est, on y arrive. Nous vivions dans la banlieue de Kobe. C'était vraiment un pays où tout était beau et ancien. Il n'y avait que des jardins, que des montagnes, des lacs, des magnifiques paysages. À 2 ans et demi, dans la province du Kansai, être japonaise consistait à vivre au cœur de la beauté et de l'adoration. À 2 ans et demi, être japonaise signifiait être l'élue de Nishio-san. À tout instant, si je le lui demandais, elle abandonnait son activité pour me prendre dans ses bras, me dorloter, me chanter des chansons où il était question de chatons et de cerisiers en fleurs. Nishio-san était une femme très simple, d'un milieu modeste. Elle était nounou chez nous. On allait au petit lac vert qui a disparu, l'endroit où j'ai appris à nager. Après, Nishio-san me donnait mon goûter, puis on rentrait à la maison. Donc ceci était censé être la maison de mon enfance, sauf que c'est pas la maison de mon enfance, puisqu'elle a été détruite dans le tremblement de terre de Kobe en 1995. Avec ma sœur Juliette, j'étais venue ici l'été 89 et ma maison était toujours là. Donc c'est la première fois que je retourne ici en constatant que c'est plus ma maison. Rien à voir, il n'y avait pas de garage. Ici, il y avait un grand jardin qui allait jusque là. Et il y avait un petit étang japonais dans ce grand jardin. Elle était inquiétante toute petite, dans ce sens que j'ai même dû aller chez un pédiatre et la porter en disant « Mais écoutez, c'est pas possible, cette enfant est végétative. » Et lui, il l'a regardé, il a dit « Oui, c'est ce qu'on appelle un enfant. » Il a dit qu'elle était apathique. Et le médecin lui-même était même un peu inquiet de tant de placidité, si je puis dire. Ça m'a passé, ça m'a passé. Mais c'est vrai que les 2 premières années de ma vie, on m'appelait le légume, j'étais un légume. Mais ça s'est arrangé depuis, je vous rassure. Oui, oui, je le constate. Mais vous savez pourquoi ou pas? Ah, on n'a jamais eu l'explication. Je sais pas, moi j'aime bien les explications poétiques, donc j'aime à penser que j'ai eu besoin de 2 années de grossesse extra-utérine supplémentaires, peut-être parce que ma vraie nature, je sais pas, est celle d'une baleine ou d'un diplodocus, c'est que 9 mois dans le ventre de ma mère, ça ne m'avait pas suffi. Shinjirarenai! Shinjirarenai! Class time this. Kawakata. その時にいつも寂しかった。他の子供は日本人でしたから、私は少し怖かった。先生のお名前とかは忘れシスター多分シスターメラとかはい、それをしました。ね、これでよく覚えています。そう、これですね。この思い出が好きよね。椅子が小さいでしょ。もしかしてこの辺厳しくて違う？これあ、あ、私です。On m'a trouvé, je suis là. 私です。じゃあそこですね、そこで。C'est moi. Il y a toujours des moments où on se dit mais j'ai inventé, j'ai jamais été à cette école, qu'est-ce que je raconte? Puis non, il y a des preuves. Je suis sur la photo. Ça me gêne beaucoup parce que ces personnes sont absolument charmantes. Je détestais cette école. Je trouvais déjà s'il fallait quitter Nishio-san, donc déjà ça ne m'allait pas du tout. Mais en plus, il fallait se mêler à tous ces autres enfants, il fallait obéir, il fallait respecter le temps. D'ailleurs, il y avait un uniforme.
Et je peux vous assurer que c'était l'antichambre de l'armée. C'est-à-dire que j'allais au jardin d'enfants japonais et un jour on m'a retrouvée dans la cour de récréation en dessous de tous les autres enfants qui m'avaient déshabillée en effet pour voir si j'étais blanche partout. Vous êtes blanche partout? Oui. Je me souviens de ça. On devait d'abord percer le papier avec cette aiguille sur les points. J'aime beaucoup cet exercice. Et ensuite on prenait l'aiguille et on cousait la fraise. Natsukashi. Natsukashi. J'aimais bien faire ce travail parce que ça se faisait tout seul. Et en plus, je savais le faire. Donc, j'admire mon œuvre et j'espère que c'est quand même formidable ce qu'un écrivain peut faire. Donc, je trouve ça. L'enfance, c'est cet âge qu'on vit à fond, sans aucune protection. Je crois quand même que c'est une caractéristique commune à l'enfance. Et avec cette particularité personnelle que je m'en souviens particulièrement bien. J'ose espérer que ce que j'écris n'est pas tout à fait puéril, mais quand j'écris, je reconstitue les conditions de l'enfance, à savoir la liberté, le jeu, la créativité de tous les instants, cette espèce de rapport direct au langage. Quand on est petit, le mot, c'est vraiment la chose. On a une impression d'immédiateté du rapport au langage. C'est aussi pour cela que j'ai tellement besoin d'écrire. Le premier grand choc de ma vie a eu lieu à l'âge de 5 ans. C'est quand j'ai été arrachée au Japon pour arriver en Chine. Le Japon était le pays que je chérissais et auquel je pensais appartenir. La Chine était le contraire du Japon. Par le haut-parleur, le policier donne des indications de circulation en interpellant directement tel piéton ou tel cycliste. Nous étions en Chine de 1972 à 1975, c'était la fin du règne de Mao. C'était une époque où les gens disparaissaient comme des mouches. Il savait que dans la rue, un occidental ait adressé la parole à un Chinois pour que le Chinois disparaisse le lendemain, dans des circonstances parfaitement inexpliquées. Ça faisait vivre dans une angoisse permanente, une angoisse de contaminer autrui d'un danger. Moi, évidemment, j'étais un enfant, mais il ne faut pas croire que les enfants ne remarquent pas de telles choses. Quand j'étais petite, j'étais tellement profondément aquatique que dès que je voyais de l'eau, je ne pouvais pas faire autrement que de sauter dedans. J'avais lu la Bible et je savais que le Christ marchait sur les eaux. J'étais persuadée d'avoir ce pouvoir-là. Je l'ai cru longtemps. Le dernier accident que j'ai connu dans la mer, c'était au Bangladesh. On était à la plage. C'était toujours la même chose. Je ne pouvais pas résister à l'attrait de l'eau. Et j'étais très loin, la plage était déserte. Et je n'avais pas vu que des hommes étaient entrés sur le côté et m'avaient rejointe sous l'eau. Des musulmans sans doute indignés du fait que j'étais en maillot de bain. Bon, j'avais 12 ans, j'étais vraiment une petite fille, mais à leurs yeux, à 12 ans, on n'est pas une petite fille. Et donc j'étais dans la mer en train de batifoler très loin, quand d'innombrables mains m'ont attrapée sous l'eau, m'ont dépouillée de mon maillot de bain et ont commencé à entrer en moi de toutes les façons. C'était absolument terrifiant et terriblement douloureux, mais surtout terrifiant parce que je ne voyais personne, il n'y avait personne autour de moi et il y avait toutes ces mains
qui prenait possession de moi sous l'eau. Il m'a fallu très longtemps pour être capable de hurler. Finalement, j'ai pu hurler. C'est ma mère qui est venue me sauver. C'est la dernière fois que je suis entrée dans la mer. Depuis, on ne m'y a plus jamais vue. Je pense que c'était une sanction. C'était une façon de dire, chez nous, une femme n'a pas le droit d'être en maillot de bain. C'est ce moment que j'ai appelé la scène des mains de la mer. Ça a été un moment charnière dans ma vie, à tout point de vue. C'est là qu'est né ce que j'appelle l'ennemi intérieur. Quand je suis seule avec moi-même, je suis tout le temps en dialogue, et en dialogue musclé, à l'intérieur de moi, avec cet ennemi qui ne cesse de me faire remarquer à quel point j'ai tout raté, à quel point je fais du mal au monde entier, à quel point je suis nuisible, à quel point quand quelqu'un pense du bien de moi, il se trompe, et à quel point je mens, donc pour donner de bonnes impressions à quelques personnes qui tombent dans le panneau. Quand j'écris, l'ennemi intérieur trouve à qui parler. C'est le moment où ma parole devient assez forte, et parfois même plus forte que cette présence hostile. Ah oui, ils sont jeunes et beaux. Shitsue desu ga shashin o shimashou ka? Sumimasen. Arigatou gozaimashita. Furan no terebi desu. Le Pavillon d'or, c'est un roman de Mishima très célèbre. Un moine boiteux, disgracié, voit tous les jours sous ses yeux la chose la plus belle du monde, le pavillon d'or. Il ne peut pas le supporter, il brûle le pavillon en haine de la beauté. J'ai lu ce roman quand j'avais 13 ans, donc au seuil de la puberté, en ayant moi-même le sentiment d'être profondément disgraciée. Et comme je comprenais ce moine qui mettait le feu au pavillon d'or en haine de la beauté. J'ai commencé à l'âge de 13 ans une anorexie volontaire. L'anorexie, en effet, est le meilleur antidote qu'on ait trouvé à la puberté. Elle bloque les règles, le corps n'est plus féminin du tout. On n'est littéralement plus qu'un squelette asexué. Je vais aller faire un vœu. Je n'ai pas vraiment mesuré les conséquences. Je voyais ça comme un nouveau départ. À aucun moment, ça ne m'est apparu comme une décision de mourir. Quand j'ai atteint le poids de 32 kilos, j'ai commencé quand même à comprendre que j'allais pas pouvoir vivre. J'avais 15 ans et demi et un beau jour, mon corps s'est séparé de mon âme pour aller manger. Je l'ai vécu comme une abomination. Puisque mon âme n'avait plus de contrôle sur mon corps s'en fichait. Et quel travail ça a été par la suite de ressouder mon âme à mon corps. Heureusement que par pur tâtonnement et bricolage, j'ai découvert l'écriture. Parce que c'est l'écriture qui a réussi chez moi la suture. Et tout à coup, toute cette énergie a servi à autre chose qu'à me détruire. De toutes parts, la laideur, la monstruosité, la souffrance, la déchéance, et là, soudain, un îlot de pureté intact, la beauté au cœur de l'immonde. Très vite, je me suis aperçue, même si j'ai toujours écrit des romans, que mon écriture était en grande partie une écriture du corps. Mes personnages existent par leur corps est presque toujours problématique. La plupart du temps, quand le mal s'incarne dans un de mes personnages, c'est dans un obèse. Les seuls obèses que j'ai côtoyés dans ma vie, finalement, c'était les sumo.
Disons que ça m'a au moins habituée à l'idée que l'obèse, ce n'était pas le bon gros comme on voit comme chez nous et à qui on a envie de donner une claque dans le dos parce qu'il a l'air follement sympathique. L'obèse est un lutteur, l'obèse est un personnage dangereux, c'est un demi-dieu puisque les sumo sont considérés comme des demi-dieux. Donc déjà, l'obèse est quand même un personnage non seulement respectable mais inquiétant. Si vous essayez de vous battre contre un sumo, il n'y a rien à faire, hein, vous êtes perdu d'avance. J'ai commencé à écrire à l'âge de 17 ans. C'est l'âge où je suis arrivée en Belgique pour la première fois, mon pays. Je m'appelais Notombe. Et c'est là que peu à peu j'ai commencé à comprendre que porter ce nom n'était pas indifférent. C'est une famille politique, une famille de droite catholique. C'est vu vraiment comme les réacs, quoi, vous voyez. Et j'étais dans une université de gauche et une université anti-religieuse. Tout le monde me disait « Mais qu'est-ce que tu fais dans cette université? Tu n'es pas chez toi ici ». Ça n'a certainement pas du tout aidé mon intégration. Et bien sûr, tout ceci a renforcé mon sentiment de ne pas être belge, de ne pas être occidentale et d'être japonaise. Puisque bien évidemment, il suffirait que j'aille au Japon pour que tout soit sauvé. Nous sommes ici dans le quartier de Shinjuku à Tokyo, le quartier des affaires que j'ai intensément fréquenté toute l'année 1990. J'étais revenue au Japon pour renouer avec le paradis de mon enfance et ce que j'y rencontre finalement c'est l'enfer de la vie professionnelle tokyoïte qui est d'ailleurs l'enfer professionnel de la moitié du peuple japonais. Ce n'est pas un phénomène circonscrit à Tokyo. Tout employé qui entre dans une grande compagnie japonaise passe les 2 premières années à être sous-employé, mais aussi à être cassé. L'idée est que pour devenir vraiment partie prenante d'une grande entreprise japonaise, il faut briser le peu d'individualité qui vous reste. Donc au départ, je m'occupe d'abord en obéissant aux ordres. Et un jour, on reçoit une grande délégation et on me demande de servir du café et du thé à toute la délégation. Et connaissant admirablement le japonais à cette époque, je psalmodie toutes les formules d'usage en japonais en servant le thé et le café à chacun, et je crois très bien faire. C'est exactement le contraire. J'ai mis tout le monde extrêmement mal à l'aise parce qu'une occidentale qui comprend et parle à ce point bien le japonais s'est vue comme une traîtresse en puissance. On comprend que vraiment, il n'y a plus qu'un seul endroit pour me mettre. Ce sont les toilettes. Je deviens dame pipi pendant les 7 derniers mois de mon contrat. Comment ai-je supporté cette expérience? Eh bien, j'ai supporté cette expérience en me défenestrant régulièrement. J'appelle se défenestrer le fait de se jeter dans ces formidables vues tokyoïtes. Quand on voit ces énormes vues tellement envoûtantes et grisantes, ce n'est pas du tout un acte de désespoir, au contraire, c'est un acte de liberté, de libération, de jeter ce qui reste d'ego par la fenêtre, et ça fait un bien fou.
Je suis à Shibuya au milieu de toute cette agitation. C'est à Tokyo que j'ai adopté cet horaire qui est toujours le mien, de me lever à 4 heures du matin pour écrire. À la base, ça se justifiait à cause de l'entreprise. Je devais, comme tous les employés japonais, partir à 8 heures du matin pour aller travailler. Et je tenais à avoir écrit mes 4 heures d'écriture quotidienne auparavant. Prenant l'habitude de me lever si tôt, j'ai pu constater qu'on écrivait mieux à cette heure-là. Il y a des capacités dans le cerveau qui n'existent qu'à 4 heures du matin. Ce qui fait que même quand j'ai quitté l'entreprise et que je suis rentrée en Europe, j'ai continué à me lever à 4 heures du matin pour retrouver cette énergie mentale du petit matin. Mon rituel d'écriture est immuable depuis, mon Dieu, ça fait plus de 22 ans, il me semble. Je me réveille au plus tard à 4 heures du matin. Aussitôt levé, je bois à jeun et d'un trait un demi-litre de thé beaucoup trop fort. De le boire d'un trait à jeun, ça me fait vraiment exploser la tête. Et aussitôt, sans attendre, je me jette sur le papier et le stylo et c'est comme si le thé ressortait sous forme d'encre dans une espèce de tremblement ininterrompu. C'est un cycle de 4 heures, donc il me faut un minimum de 4 heures d'écriture. Parfois, je peux le dépasser, mais je ne peux jamais rester en dessous. Ce sont les heures les plus dures, mais aussi les plus fascinantes de ma journée. そうです。できたらお顔を近づけるよりはじっとしててこうお茶碗でこうする方が綺麗です。とても綺麗ですね、こちらで。 Les contraintes pour boire le thé sont infinies. Je dois boire mon thé en 3 gorgées. Les 2 premières doivent être silencieuses. La dernière gorgée doit être très légèrement bruyante. Tout ça avec les gestes des mains bien précis. Même si mes gestes, mon rituel n'est pas le même, je comprends le principe qu'on fasse du thé un rituel, parce que c'est vrai que le thé est sacré, c'est vrai que le thé mérite toutes sortes d'égards. Et là, par contre, je dois dire que j'ai été le cancre du thé. Avant de boire le thé, je me suis purifiée selon le rite. Et là, je retrouve aussi un élément de mon rituel, puisque le dernier geste que je fais entre mon thé et le commencement de l'écriture, c'est de me laver les mains. Et ensuite, je commence à écrire. Et l'écriture elle-même est une purification. Il s'agit vraiment de se purger par l'écriture. L'écriture est aussi un moyen de vider toute la souillure que je contiens. Et Dieu sait si j'en contiens. Peut-être que je dois faire seppuku maintenant. J'avais passé une petite annonce pour donner des cours de français à des Japonais, histoire de me faire un peu d'argent de poche, tout début 89. Et le premier jeune homme à avoir répondu à l'annonce était Rinri. C'était le premier jeune homme japonais que je rencontrais et manifestement c'était le bon, puisque 2 mois plus tard, on était ensemble. Voici 2 photos de Rinri en 1989. Toutes les 2 ont été prises par moi. Rinri n'était vraiment pas n'importe quel japonais, il était très ouvert à la culture de l'autre. Donc avec lui, j'ai vécu une histoire qui m'a fait un bien fou. Bon, j'étais dans la situation d'une toute jeune femme qui n'a jamais vécu une histoire valorisante avec un garçon et qui enfin en vivait une, le genre d'histoire qui donne enfin confiance en soi. Une histoire qui a quand même duré 2 ans. Et puis est venu le moment que je redoutais. Rinri m'a demandé en mariage. Je ne voulais pas épouser Rinri. Et plutôt que de rendre les choses claires à la manière d'une véritable occidentale, j'étais tout le temps dans le flou et dans la liquidité, remettant les choses à plus tard. Et jusqu'au moment où il n'y a plus moyen de remettre les choses à plus tard et où je me suis tout simplement évaporée. Je me suis envolée pour la Belgique en lui disant que je revenais 1 mois plus tard. Et je ne suis jamais revenue. Elle prend sa plume, son vieux cahier, et se met à raconter l'histoire d'un homme très vieux, très sale,
mais prix Nobel de littérature, interviewée par une jeune et jolie journaliste. Elle a écrit Hygiène de l'assassin en 3 mois. Je me rappelle qu'elle me disait « Maman, je sens que j'écris quelque chose de génial ». Ce qui n'a plus été vrai après. Les autres livres qu'elle écrivait, elle était plus si sûre que ça d'elle. Mais pour celui-là, elle avait un pressentiment. Hein? Pour la première fois de ma vie, j'ai eu le sentiment d'emblée, au moment même où je l'écrivais, de quelque chose d'abouti, de quelque chose que je voulais partager. Donc, j'ai commencé à envoyer Hygiène de l'assassin par la poste. Et le deuxième éditeur auquel je l'ai envoyé, c'était les éditions Albin Michel. Je l'ai lu dans la... je crois dans la journée. Dans la nuit, enfin, disons plutôt. C'est plutôt la nuit que je lis, malheureusement. Et j'étais emballé et je lui ai téléphoné le lendemain. Le gros monstre qui fait absolument ce qu'il veut. Oui. Et donc qui reçoit les gens d'une façon même assez mal élevée. Oui. Et dont même les grossièretés et les boutades sont prises par les autres comme des marques de génie. À la fois, il y a le prix Nobel et puis il y a cette journaliste de la fin, on ne va pas le raconter, mais la fin est vraiment super, qui lui tient tête. Et on a l'impression qu'elle s'est quand même plus identifiée à la journaliste qu'à l'écrivain prix Nobel. Non. Ni à l'une, ni à l'un, ni à l'autre. L'écrivain, c'est moi. Le premier roman de cette parfaite inconnue se vend finalement à 1 demi-million d'exemplaires. Et presque aussitôt est née une espèce de cabale, comme quoi ce livre ne pouvait pas être l'œuvre d'une jeune femme de 23 ans. C'était évidemment l'œuvre d'un homme, mais aussi l'œuvre d'un homme âgé, parce que ça ne pouvait pas être l'œuvre de quelqu'un d'inexpérimenté, puis ça, on sentait même la vieillesse dans cette œuvre. Et Albin Michel s'est frotté les mains, parce que ce genre de rumeur était excellent pour un livre. Bon, moi je me frottais un petit peu moins les mains quand même, parce que je me demandais si j'étais si peu crédible que cela. Amélie Nothomb s'affiche. À la une de ses livres, dans les magazines, à la télévision, à la radio, elle n'est pas qu'un phénomène d'édition, c'est un phénomène médiatique. Ça continue 4 heures comme ça. Alors, il y a un sens. C'est quoi? De quoi ça parle? Oh, ça n'a aucun intérêt. Ça raconte des histoires aussi passionnantes telles que ce matin-là, le roi avait changé de masque. Et ça dure 4 heures. Je pense que le No a eu une importante influence sur mon écriture. Si vous examinez le contenu d'un de mes livres sur 2, l'action n'est guère différente qu'un changement de masque. Et si on y réfléchit, un changement de masque, c'est une action considérable. D'ailleurs, après tout dans ma vie, c'est probablement ce que j'ai fait. L'action de ma vie a probablement consisté à changer de masque. Tout spectacle de No est une tragédie extrêmement hiératique. Et les maîtres de No se sont aperçus que c'était insoutenable pour les spectateurs et qu'il fallait régulièrement interrompre les spectacles de No par des kyogen, c'est-à-dire par des bouffonneries jouées par des clowns. Mes livres regorgent de kyogen, c'est-à-dire de bouffonneries qui rendent tant de tragédies supportables. Je voulais vivre à grandes enjambées, m'exalter d'exister. Rien de tel que d'adopter l'identité d'un inconnu pour connaître l'ivresse du large. Le Japon est le pays qui s'est forgé le corset le plus strict de toutes les civilisations, parce qu'ils étaient conscients de leur nature excessive. Il y a un règlement pour toutes les actions de la vie japonaise, il n'y a vraiment pas moyen d'en sortir. L'écriture, c'est beaucoup plus que l'écriture, parce que il faut se contenir aussi pour contenir l'écriture. On s'économise. On économise sa violence pour la garder pour le moment de l'écriture, le moment où enfin elle sera bienvenue, à condition bien sûr de la maîtriser, parce que là encore, il ne suffit pas de la laisser se répandre comme totalement sur le papier, encore faut-il qu'elle ait un sens, donc il faut au moins la rythmer. Je suis, moi aussi, profondément excessive. Et l'écriture est certainement le plus efficace de mes corsets.
Écrire me procure la sensation physique d'une descente intérieure. Vraiment, j'ai la sensation de descendre en moi, mais dans un sous-marin, qui me permet d'explorer les strates les plus reculées, non seulement de ma personnalité, mais de toute personnalité. Plus je descends, plus je peux retrouver tout le monde. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'un salaud, il n'y a aucun problème, je le trouve. L'assassin y est aussi, le violeur y est aussi, le monstre, toutes les espèces de monstres y sont. Le monstre, c'est finalement nous en plus courageux. C'est quelqu'un qui a laissé libre cours à sa monstruosité, qui a cessé d'être domestiqué par le regard d'autrui. J'ai rarement vu un endroit aussi sinistre. Tout est sinistre, même le bruit du vent. Je crois que tout le monde a compris, y compris les éléments, qu'il s'était passé quelque chose de très grave ici. Enfin, en même temps, j'ai confiance. Le Japon a l'habitude. Tokyo a entièrement brûlé en 1923 et a été reconstruite plus belle qu'avant. Kobe aussi, nous l'avons vu. Mentionnons aussi Hiroshima et Nagasaki. Le Japon a l'habitude des destructions et a toujours eu le courage de se rebâtir. J'ai, comme je crois beaucoup de gens, un aspect diurne et un aspect nocturne. Et la face sombre, c'est celle qu'heureusement personne ne voit. Et mon grand talent est de détruire la nuit ce que je fais le jour. C'est comme si la nuit, je n'étais capable de poser aucune résistance à l'ennemi intérieur. Alors il a le champ libre et il y va. Et quand je me réveille à 4 heures, tout a été ratiboisé. J'ai l'impression de devoir tout recommencer chaque matin. Ce sol japonais qui a tellement compté pour moi dans ma naissance, mais plus encore dans ma renaissance, est un sol fragile. Est un sol qui est toujours en mouvement. Les maisons japonaises sont construites exprès pour qu'ils n'opposent aucune résistance à la destruction continuelle qui leur est infligée, de manière à ce qu'on puisse les reconstruire d'autant plus facilement. Cette métaphore me convient. J'ai aussi l'impression d'être construite dans du matériel de mauvaise qualité et qui ne se défend pas contre les nombreuses destructions qui lui sont infligées, mais qui, grâce à ça, peut assez facilement se reconstruire par bricolage. Face à une catastrophe pareille, nous sommes tous japonais. Bouleversés, j'ai écrit un texte qui s'appelle Les Myrtilles, qui est un hommage à la beauté du Japon. J'ai offert cette publication de manière à ce que tous les bénéfices soient versés aux sinistrés de Fukushima. Et tout de suite, les Japonais ont été tellement touchés par mon geste qu'aussitôt la traduction de mes livres a repris.
なぜまずこのご本を書こうと思ったかっていうきっかけって教えていただいていいですか？ Les 5 premières années de ma vie ont été terriblement importantes pour moi. Elles se sont passées au Japon. J'ai toujours su que je voulais en parler. Donc, quand j'avais à peu près 30 ans, j'ai eu besoin d'écrire ce livre. À l'époque, j'avais une gouvernante qui était de Kobe, Nishio-san. Donc, j'ai eu besoin de parler de ma mère japonaise. 日本語はペラペラ喋れたっていうのも本当なんですか？ Disons qu'à l'époque, je n'avais pas forcément compris qu'il y avait 2 langues différentes. Je parlais uniquement à Nishio-san, je ne parlais pas à mes parents. Donc mes parents croyaient que j'étais trop petite pour parler, mais je parlais déjà en fait. 西尾さんだけが本当秘密を知ってたわけですね。Oui, 秘密でした。Je me réjouis de la voir et en même temps j'ai peur de la déranger, j'ai peur de la décevoir, j'ai peur de ne pas la reconnaître. J'ose même pas sonner à sa porte. Nishio-san, こんなになりました。ごめんなさい。何も話できないです。私も話できない。ほら。ああ。私を覚えていますか？覚えちゃう。でも私はそんなに小さかった。Does she have grandchild? ミラおりますけど全然来ないです。They are here, Yes. but they don't like visit her. 残念ですね。何歳ですか？わからない。She doesn't know. My God. 神戸の大地震の私はその時にフランスにテレビを見ました。大変です。神戸ね。はい。わかりました。私もそれは言いました。そしてその時に私は西尾さんは元気ですか？それを知らなかった。全然だ。Sa maison a été détruite dans le tremblement de terre de Kobe. 私ももう。ベースメントに行きました。でも西尾さんはダメです。本当にダメです。もう本当。残念ですね。恥ずかしいです。ごめんなさい。私も恥ずかしいです。とても恥ずかしいです。いやでも。面影とかありますかね？あります。お母さんによう似て、おそうなんですね。母さんそっくりになってきました。ありがとうございました。Elle a dit que je ressemblais à ma mère. C'est me faire un très grand compliment. 本当お母さんとそっくり。ありがとうございました。母は元気です。彼女はベルギーに住んでいます。そうですか。父と一緒にベルギーに住んでいる。二人は元気です。本当に。5歳時に。私は日本の I left Japan when I was 5. I cried. 泣きました。西尾さんどこですか？西尾さんどこですか？私はいっぱい泣きました。その時に西尾さんは私の母でした。You helped me. You gave a lot of love to me. 小さい時やっぱり西尾さんがお母さんみたいな本当のお母さんだったってすごい愛情を注いでくれてってすごい感謝してます。
だから本当にありがとうございました。嬉しい、本当に今日はありがとう。いろいろお世話になりまして誠にありがとうございます。パパママによろしくね。そうしよう。ごめんなさい。ありがとう、本当にありがとう。ごめんなさい。すみません。大丈夫ですか？ありがとう。Le bienfait le plus flagrant que m'a apporté ce voyage au Japon est un sentiment de réalité qui est probablement le principal problème de ma vie. Je souffre d'un profond manque de sentiment de réalité. J'ai toujours l'impression de ne pas exister, avec les remises en cause que certaines rumeurs absurdes ont pu faire courir, comme quoi j'avais tout inventé. À force d'entendre dire ça sur ces livres, moi qui ai déjà un problème de sentiment de réalité, j'en étais arrivée à me demander si je n'avais pas tout inventé. De voir que, somme toute, tant de gens se souviennent de moi et là de rééprouver les mêmes choses, le même éblouissement face au même lieu, cela m'a confirmé que tout cela était réel. On se demande jusqu'à quel point sa notoriété est légitime. S'il y a bien un peuple qui exprime la dignité, qui est profondément aristocratique sans avoir à le prouver sans cesse, c'est vraiment le peuple japonais. De voir que je suis approuvée par ces gens, que ces gens veulent me connaître, qu'ils lisent mon livre, et en particulier le plus japonais de mes livres, qui est Métaphysique d'études, ça me donne un sentiment de dignité qui me fait un bien fou. À la fin de ce séjour, je me sens vraiment mélangée entre trois temps. Je sens tout ce que je dois à la petite fille du Kansai qui ne doutait pas un instant d'être japonaise, mais aussi à la jeune adulte tokyoïte qui voyait son rêve japonais se fissurer. Et maintenant, l'adulte claudicante fait la synthèse entre les deux. Et à la fois, c'est incohérent, mais ça fonctionne. Mais je ne sais plus du tout dans quel temps je suis et je me sens plus que jamais entre deux eaux. Sakura, sakura, yayoi no sora wa miwatasu kagiri, izaya mi ni yukan. Ici s'achève ma carrière internationale de chanteuse. La prochaine fois, l'empreinte d'un philosophe passionné et inquiet. Un homme hanté par le chaos du monde, le tragique de l'histoire, et qui n'a cesse de réveiller la conscience et d'appeler à la vigilance face à la destruction et à la barbarie. Un homme qui a connu enfant l'expérience de la guerre et en aurait une obsession, prêt à utiliser toutes les armes, livres, articles, télé, pétitions, manifs, pour dénoncer oppression et totalitarisme. André Glucksmann, l'infatigable.